Bonjour à toutes et tous. Merci Ariana. Bienvenue et merci d'être si nombreuses pour cette conférence. Ça fait toujours très plaisir. J'ai donc le plaisir d'accueillir et d'introduire Sophie Delay, que j'ai eu la chance de rencontrer au travers d'une critique à l'EPFL, et donc je me réjouis d'en savoir un peu plus sur ton travail. Donc Sophie, elle est architecte, et puis elle est professeure associée à l'EPFL depuis cette année. Elle était invitée l'année passée. Ton laboratoire s'appelle Domestic City, et puis tu es en charge de la chaire Habitat Housing en master, donc une pratique vraiment très très centrée sur le logement. Donc les étudiants et étudiantes en deuxième année seront ravis de t'entendre. Ce que je peux peut-être rajouter, c'est que tes références sortent tous les ans chez nos étudiants et étudiantes. Donc ton travail est vraiment très regardé, et puis je pense que c'est vraiment une super opportunité qu'on a aujourd'hui de t'entendre parler de tout ça, et puis peut-être de faire quelques petits parallèles avec ton enseignement à l'EPFL. Je pense que ça sera super intéressant. Merci beaucoup d'être là, et puis bonne soirée à toutes et tous. Bonsoir à tous, je vais aller là-bas. Bonsoir à tous. Vous allez le voir, je vais vous parler de l'habitat, mais je vais vous parler aussi de la manière dont on essaye d'avancer sur des questions qui sont un peu standardisées. Donc comment est-ce qu'on décale un peu notre regard, notre pensée pour essayer, tenter de voir les choses différemment. Peut-être que ça suffit en fait de voir les choses différemment, qu'après on se crée un nouveau cadre à partir duquel on peut évoluer. C'est peut-être comme ça qu'on peut déstandardiser. Donc je vais vous parler de pensée classée, qui est en fait une citation directe de Georges Perec, écrivain et membre du mouvement Oulipo. Je suis une fervente défendrice, je suis une grande avocate du logement. Pourquoi ? Parce que le logement, ça représente, je ne sais pas, 80% de la matière urbaine. En fait, c'est la ville, c'est une grande part de la ville. Donc agir sur le logement, c'est agir sur toute la ville. C'est agir sur l'espace domestique de tout un chacun. C'est quelque chose qui est à la fois très, très simple, très quotidien, très banal, on pourrait dire. Mais en même temps, c'est le cadre dans lequel on évolue tous. Et donc on peut être peut-être un peu ambitieux avec cette question-là. Une ambition qui serait atomisée dans la ville, éparse, comme ça. Ici, vous avez deux visions, deux plans de la ville de Rome. À gauche, représenté par Nolli, à droite par Muratori. Vous connaissez peut-être ces deux plans. C'est deux visions assez extraordinaires d'une même ville habitée. Habitée à gauche avec des continuités, c'est-à-dire que, je vais le décrire, mais j'imagine que vous le connaissez. Donc Nolli poche en noir les espaces privés inaccessibles et laisse en blanc les espaces qui sont publics ou que l'on peut traverser. Donc vous avez une espèce de tissu qui constitue en fait la vie ensemble, toutes les continuités, toutes les connexions. C'est la manière dont on peut vivre ensemble dans une ville. Et Muratori, lui, il met en lumière, au contraire, l'aspect totalement atomisé de cette matière noire, de cette matière privée, et qui montre aussi qu'il est assez difficile de se faire une idée précise de ce qu'est le logement, puisque c'est une multitude de réalités, les unes à côté des autres. Et donc, je pense que quand on réfléchit au logement, on pense à ces deux questions à la fois, comment vivre ensemble et comment vivre séparément, et qu'on cherche à trouver une forme d'équilibre, puisque la vie ensemble est possible si la vie intime est protégée aussi, si elle peut se développer sans être gênée par la vie collective. Donc je dirais c'est à travers ce prisme que je m'intéresse au logement. Et puis, aujourd'hui, tiens, c'est Rika Yamamoto, je viens d'apprendre qu'il avait le Pritzker, ça vient de paraître. Donc c'est un petit dessin de Rika Yamamoto qui, pour ce dessin et pour certains projets et des très beaux schémas qu'il fait sur la question du public et du privé, est quelqu'un qui est un maître pour moi.
qui dépeint cette société et ses évolutions depuis bientôt 60 ans, avec ce petit dessin, où on voit que la société évolue extrêmement rapidement et que les communautés, entre guillemets, familiales, aujourd'hui, s'atomisent. On pourrait dire que c'est un peu triste, hein, on est en train de parler des divorces, etc. Mais en même temps, ce sont aussi d'autres formes de communautés qui se mettent en place, d'autres manières de partager le foyer, avec des enfants qui habitent parfois 2 maisons à la fois, avec des couples qui sont de nouveaux couples, avec des générations aussi qui apparaissent, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 3 générations, les parents, les enfants et les grands-parents, mais il y en a 5. Puis quand on a 60 ans, on n'est pas comme on était il y a 60 ans à la retraite il y a un siècle. Donc on est encore actif d'une certaine manière, même si on travaille presque plus. Donc cette société, elle évolue totalement et elle s'atomise. C'est ce que vous voyez ici en bas, c'est-à-dire que ce qui était autrefois la famille avec papa, maman et les enfants se démultiplie, s'atomise, et aussi le fait que la société, nous sommes de plus en plus sur Terre, et que cette condition sur Terre fait que la densité est une nouvelle condition pour habiter et que c'est une obligation quelque part pour préserver les campagnes et le territoire. Il faut habiter densément. Donc c'est un de nos rôles à nous, architectes, de travailler à partir de cette densité comme une condition première de l'écologie, avant même de parler de structure, de matière, d'économie, de moyens, etc. La densité préserve les territoires et il faut l'inventer aussi du point de vue du logement comme une qualité et pas comme une difficulté à vivre. Toutes ces nouveaux foyers, j'aime beaucoup ce dessin parce qu'on ne sait pas si c'est à l'échelle d'une maison ou d'un immeuble. En tout cas, ça parle, moi j'appelle ça une maisonnée. En français, il y a un mot pour ça, c'est une grande maison intergénérationnelle. On voit que dans cette maisonnée, il y a des gens dans la maison, il y a des gens qui sont connectés à la maison, il y a des gens qui sont connectés dans un sens, c'est-à-dire qu'on y vient. Il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des visages avec une croix, donc on imagine aussi qu'il y a une histoire des générations précédentes. Il y a des visages qui sont différents, il y a un toit, donc un grenier aussi. Voilà, donc ce logement, on peut l'imaginer de manière extrêmement multiple. Et je trouve que tous ces changements de société, en réalité, c'est une grande chance en fait, pour nous, architectes, aujourd'hui, puisque ça nous offre une très grande liberté, puisqu'on a un peu tout à inventer avec de nouveaux modèles ou de nouvelles perspectives, en réalité. Donc pour moi, ce n'est pas une difficulté, mais au contraire, voilà, une opportunité de questionner ce que peut être le logement d'autre que ce qu'on a imaginé jusqu'à aujourd'hui. Et une dernière particularité pour un architecte qui réfléchit à partir du logement, qui réfléchit à la ville à partir de la petite échelle, c'est l'idée qu'il a une perception du monde à partir de l'intérieur. Ici, vous voyez la leçon d'anatomie de Rembrandt, et on imagine à l'époque cette découverte, hein, quand on était docteur et qu'on pouvait assister à une séance de dissection, on peut imaginer que c'était absolument incroyable puisqu'on découvrait l'intérieur d'un corps qu'on ne percevait toujours que de l'extérieur. On pouvait y comprendre donc les nerfs, les os, le sang, tout à l'intérieur. Et je pense que ces docteurs, en fait, après cette leçon d'anatomie, regardaient ce corps d'une manière différente que la manière qu'ils l'a regardé auparavant, avant d'avoir découvert cet intérieur. Donc en fait, nous, la ville, quand on réfléchit au logement, on la regarde aussi de manière différente. On la sent vibrer depuis l'intérieur. Alors malheureusement, là je vous parle de jolies choses, mais ce qui se passe quand même, et ça c'est un extrait d'un petit rapport qui a été fait en France de la mission sur la qualité du logement et qui montre que depuis 50 ans, en réalité, la qualité du logement baisse extrêmement rapidement.
Les logements sont de plus en plus petits, mais aussi une série de normes et de choix d'économie font que les logements sont de plus en plus standardisés et de moins en moins bonne qualité. Je cherche mes lunettes, elles sont là. Par exemple, on voit ici l'évolution de la typologie de barres. Alors la barre, par exemple, que vous voyez à gauche, la grande qualité d'une barre, c'est d'établir une ligne qui sépare deux environnements, on va dire un environnement d'un côté, un environnement de l'autre. Ça peut être la rue, le jardin, ça peut être côté mer, côté montagne, ça peut être voilà. Et la première qualité, quand on habite dans une barre, c'est de pouvoir habiter cette ligne qui sépare deux environnements et donc de pouvoir profiter de ces deux environnements. Et c'est pourquoi, dans une barre, en général, on essaie d'avoir des logements qui sont traversants, c'est-à-dire de profiter à l'échelle de chaque logement de la qualité de l'immeuble, que l'immeuble connaît, mais qu'un seul logement ne connaîtrait pas. Donc une barre, jusqu'à dans les années 70-80, elle était organisée comme à gauche, c'est-à-dire avec des logements tous traversants, et il n'y a pas de secret pour que tous les logements soient traversants. Il y a un peu deux hypothèses. La première, c'est la coursive, qui a très mauvaise presse en France, puisque une coursive fait que l'on passe devant tous les voisins. Bon, ça, je suis assez critique là-dessus, on en reparlera peut-être après. Mais on va dire que du coup, tous les logements étaient desservis par un palier commun qui desservait de part et d'autre deux logements. Et en fait, d'année en année, on en est venu à standardiser les logements de ces barres pour les épaissir un maximum, pour les rendre les moins chers possibles. Donc ici, on passe d'une épaisseur de 12 mètres, à partir de laquelle on peut faire des logements traversants, à une épaisseur de 15 mètres. Parce qu'au-delà, en fait, c'est simple, on n'arrive plus à éclairer suffisamment les logements, donc on va dire que c'est la limite extrême. Et aussi, le palier qui desservait uniquement deux logements faisait que pour deux logements, on se payait un escalier et un ascenseur, ce qui est au ratio au logement extrêmement luxueux. En tout cas, à l'époque, on arrivait à s'en sortir avec cette méthode. Or, aujourd'hui, les clients nous demandent d'avoir, pour chaque escalier et ascenseur, au minimum 6 logements. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer que s'il y a 6 logements, il y a 2 logements qui sont traversants et puis les autres ne le sont pas, ils sont disposés de part et d'autre d'un couloir. Et évidemment, pour être le plus économique possible, on fait le couloir le plus long possible pour ne pas desservir 6 logements, mais 12, 15, etc. Et en fait, il y a quand même une limite au système, c'est la réglementation incendie. Parce que les pompiers nous donnent une petite règle, c'est qu'ils ont une lance incendie qui fait 15 mètres de long. Donc quand ils arrivent en haut de l'escalier, ils déroulent leur lance et ils doivent atteindre la porte du logement dans les 15 mètres. Donc en fait, ça fait que finalement, ce standard, là, avec un couloir qui dessert 15 mètres de couloir, l'escalier qui dessert 15 mètres de couloir d'un côté, 15 mètres de l'autre, est expliqué par des réglementations incendie. C'est-à-dire que si demain, il y a un fabricant qui a inventé une lance incendie qui fait 25 mètres de long, ou qui ait cessé la production des lances d'incendie de 15 mètres de long, mais qui faisait plus que 5 mètres de long, pourrait faire un attentat, on arriverait à des couloirs qui seraient plus ou moins longs. Donc vous voyez le système vraiment qui est complètement déraillé, puisque tout ça sont des décisions qui sont absolument externes à la question de la qualité du logement. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vous voyez ici que sur une barre qui n'est presque plus une barre, on va dire, on a ici donc 4 logements d'angle et puis des logements mono-orientés. C'est-à-dire que cette typologie traversante n'existe plus vraiment, qu'on n'habite plus et d'un côté et de l'autre. Et donc on n'habite plus vraiment un bâtiment linéaire en fait. On habite presque un plot en fait, avec des logements en angle et des petits logements d'un côté et de l'autre. Ce qu'on voit aussi, c'est que les appartements perdent leur aspect traversant et donc deviennent mono-orientés. Qu'est-ce que ça signifie ? Et perdent aussi en surface. Vous savez, par exemple, que des gens extraordinaires comme Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont longtemps milité pour faire en sorte qu'on construise au même prix des surfaces plus grandes. Mais
et c'est magnifique, on parlait de Pritzker, mais c'est magnifique que leur travail ait été reconnu, parce qu'ils ont vraiment fait un travail de fond. Malheureusement, quand on travaille sur du logement social, les logements sont loués à la surface, c'est-à-dire que le prix du loyer est un petit coefficient au mètre carré. Donc tout dépend si on est en accession, en location, etc. Donc c'est assez compliqué. Donc on nous demande, pour que les logements soient accessibles, de faire des logements plus petits qu'à l'époque. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que les logements, pour partie, sont mono-orientés, que les cuisines se trouvent en second plan, non éclairées, non ventilées, qu'elles font partie du séjour. Et puis parallèlement à ces questions-là, on a des normes qui sont intéressantes, évidemment, importantes, pour accueillir les personnes à mobilité réduite, etc., mais qui font que, par exemple, des pièces qui étaient autrefois assez petites, restreintes, comme les salles de bain, deviennent de plus en plus grandes et prennent de plus en plus de surface dans le logement. Ce qui fait qu'on a une grande salle de bain, on a des grands couloirs aussi pour cette accessibilité, on a des sanitaires dans lesquels on pourrait mettre un petit bureau pour travailler, presque. Et au final, le séjour et la cuisine, vous voyez, par rapport à la proportion d'avant, la grande pièce carrée en bas à gauche devient une toute petite pièce dans le petit logement. Donc on perd vraiment en espace, en spatialité et en qualité. Voilà, en gros, les 7 mètres carrés, on les perd sur le séjour, et donc séjour et cuisine sont totalement fusionnés. Et puis, chaque pièce tente de trouver sa taille minimale pour pouvoir quand même donner un maximum de surface au séjour. Et donc la plus petite pièce, elle fait 9 mètres carrés, c'est la chambre qu'on appelle la chambre des enfants, dans laquelle on peut juste mettre un rangement, un bureau, un lit, et puis voilà, quoi. On ferme la porte, on fait rien d'autre. Ce que ça signifie aussi, c'est que la qualité baisse, mais aussi, ça c'est un logement des années 70, familial, ça c'est un logement pour la société dont je vous ai parlé, qui est beaucoup plus complexe. Les foyers sont beaucoup plus complexes. Et en réalité, la chambre des parents, dans le programme, quand on reçoit un programme de logement, il faut avoir une chambre des parents de 12 mètres carrés minimum, une chambre des enfants de 9 mètres carrés minimum, alors que les parents et les enfants, ça ne fonctionne pas forcément comme ça dans tous les foyers. Des fois, la chambre double, en fait, elle est aux enfants, parce que le parent, c'est un foyer monoparental avec des enfants qui sont déjà en couple. Donc, en fait, toutes les définitions sont à repenser. On peut s'autoriser à bousculer ces programmes. Voilà, je vous montre cette photo que je trouve très belle de Barbara Probst. Elle a un travail assez extraordinaire. Elle montre comment, d'une même situation, on peut percevoir différentes choses. En fait, c'est une photo qui est prise au même moment. C'est juste que ces deux appareils photo, il y en a un qui regarde, qui vise l'homme, et l'autre qui vise la femme. Et vous voyez à quel point voilà, la question est de... Si on veut changer de réalité, il faut aussi changer de regard. Donc à l'agence, on fait un travail au long cours, thématique, une espèce de travail théorique, sur différents thèmes en fait, qui traversent tous les logements, tous les projets. C'est pas un objectif de départ. En fait, on a fait des projets, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des thèmes qui étaient comme ça récurrents, et on pouvait, de manière transversale, relier les projets les uns aux autres sur des thématiques communes. Voilà, donc là, c'est un tableau, on va rentrer petit à petit dans Pensée classée. C'est un tableau, par exemple, des derniers projets que vous avez en bleu ici, et puis des thèmes qu'on développe voilà, qui sont développés sur certains projets. Voilà, chaque projet essaie de développer un maximum de ces thèmes. Ces thèmes, c'est la question du partage. Le mot partage, c'est un joli mot parce qu'il désigne à la fois ce qui sépare, on partage en parts un gâteau, hein, on divise, et en même temps, on partage un gâteau tous ensemble. Donc le mot partage désigne aussi ce qui rassemble. Et ce mot partage, il conduit probablement toutes les décisions qu'on prend quand on dessine, en fait, quand on est architecte. Dès qu'on fait une ligne, je vous ai parlé même à une autre échelle de l'immeuble linéaire, de la barre, eh ben, elle sépare un côté d'un autre. Quand on fait une cloison dans un logement, elle sépare d'un côté de l'autre. Donc toute la question est de réussir à toujours continuer à contribuer
a une vie collective aussi, pas toujours clôturée, fermée et atomiser l'espace qui nous est donné. La question de l'évolutivité, puisque la société change aujourd'hui, mais elle changera encore. Donc comment faire en sorte que les logements qu'on imagine puissent être toujours interprétables de manière différente, aujourd'hui mais aussi demain. Les protocoles, ça c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Les motifs, la question du motif, c'est une question de composition géométrique. À l'agence et avec les étudiants, on travaille énormément sur cette question-là. La manière dont on arrive à créer un motif dans les plans, hein, quand on fait un petit plan avec... parce que quand on travaille sur le logement, pour ceux qui travaillent en ce moment là, sur ce programme, on sait qu'on a affaire à... Quand on fait les 10 logements, on a affaire à 60... 80 petites pièces à aménager les unes avec les autres, à combiner les unes avec les autres. C'est extrêmement complexe. Et finalement, travailler sur la manière dont on forme un motif avec toutes ces pièces, ça permet de faire en sorte que des petits éléments dissociés et épars puissent construire ensemble quelque chose qui dépasse l'échelle de chaque petite pièce. Voilà, donc ça c'est la question des motifs. Et l'interprétation, bah, c'est un petit peu ce que... C'est en continuité avec la question de l'évolution des logements. Voilà, l'agence, moi j'aime bien qu'un projet puisse être interprété de manière différente, un peu comme on pourrait interpréter une partition de musique. Voilà, nous on propose une musique, puis après il y a des interprètes, et ils le font chacun à leur manière. Je vous ai montré cette espèce de bataille navale, là, ce tableau tout à l'heure avec les projets et les thèmes. Alors moi, je suis très inspirée par l'art, la littérature, la philosophie aussi, pas seulement de questions d'ingénierie ou de programme ou de voilà. Donc c'est ce pendant-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour faire ce pas de côté, pour décaler notre regard, la question du classement m'intéresse beaucoup. Georges Perec écrit dans Pensée classée, un ouvrage qui est absolument extraordinaire. Georges Perec, il est fou de bibliothèque. Il est fou de classement. En réalité, ce qui l'intéresse, c'est qu'avec une même collection de livres, on peut créer une multitude de bibliothèques différentes. Si vous classez les livres par couleur, si vous classez les livres par ordre alphabétique, si vous classez les livres par continent, si vous classez les livres par j'ai une bibliothèque d'hommes et une bibliothèque de femmes, etc., vous créez de la connaissance différente. Vous faites des connexions entre des choses différentes. Donc moi, le classement, il m'intéresse pour ça. Et donc, Georges Perec, qui est fou de classement, qui fait aussi des mots croisés, etc., donc il classe des lettres, dit « Que me demande-t-on au juste si je pense avant de classer ? Si je classe avant de penser, comment je classe ce que je pense? Comment je pense ce que je veux classer? » Il dit là qu'en fait, le classement, c'est une manière de créer de la connaissance, c'est une manière de penser. Il dit aussi, toute bibliothèque répond à un double besoin, qui est souvent d'ailleurs une double manie, celle de conserver certaines choses, des livres, et celle de les ranger selon certaines manières. C'est intéressant ici parce que dans la bibliothèque, il raconte qu'on conserve des choses, donc il y a une forme d'histoire, voilà, on réunit une connaissance et en même temps, on peut être créatif dans la manière de la ranger, cette connaissance qui nous a été donnée. Il dit « C'est tellement tentant de vouloir distribuer le monde entier selon un code unique. » Entre parenthèses, un standard. Une loi universelle qui régirait l'ensemble des phénomènes. 2 hémisphères, 5 continents, masculin-féminin, animal-végétal, singulier-pluriel, droite-gauche, 4 saisons, 5 sens, 6 voyelles, 7 jours, 12 mois, 26 lettres.
Voilà, donc dès qu'on commence à faire un choix, en fait, de classement, on crée. Et puis pour créer une autre réalité, pour se créer un nouveau réel en tout cas, pour ouvrir les possibles dans un monde qui est très standardisé, il y a aussi quelqu'un qui est important pour moi, qui est Foucault, et qui est fasciné, en fait, vous connaissez probablement les hétérotopies de Foucault, et en fait, elles proviennent de sa fascination pour un livre de Borges qui est fiction, et dans lequel Borges fait une liste. Et donc, Foucault raconte cette rencontre. Dans les pages lointaines de ce livre, donc les fictions, il écrit que les animaux se divisent en appartenant à l'empereur, embaumés, apprivoisés, cochons de lait, sirènes, fabuleux, chiens en liberté, inclus dans la présente classification, qui s'agitent comme des fous, qui sont innombrables, qui sont dessinés avec un très fin pinceau de poils de chameau, etc., qui viennent de casser la cruche et qui, de loin, semblent des mouches. En fait, il est un peu, comme en français on dit éberlué, il est un peu sonné par cette liste, parce qu'il se dit, mais Borges voit des choses que je ne vois pas, en fait. Il fait des classements, des catégories que je ne vois pas. Il y a un réel qu'il voit auquel je n'accède pas. Et Foucault, philosophe, évidemment, est fasciné par cette question-là, puisque c'est une question philosophique. Et il est inspiré par cette liste en se disant, si je crée des nouvelles catégories, je vais créer des nouveaux plans de réalité, des nouvelles possibilités de voir le monde aujourd'hui. Et c'est comme ça, finalement, qu'il parvient, par cet intérêt, à écrire les hétérotopies. Donc les hétérotopies, pour essayer de les résumer simplement, parce que c'est quand même Foucault, donc il faut le lire, c'est très court, c'est une petite conférence absolument magnifique, et c'est chouette parce que c'est pas un écrit, c'est pas écrit, c'est parlé, donc c'est vraiment très accessible, vraiment je vous conseille de le lire. Les hétérotopies, en fait, c'est un nouveau mot qu'il invente et qui parle d'espace. Vous savez que Foucault s'attelle vraiment à la question de l'espace. C'est pour ça que ça nous intéresse, nous, architectes. Ce sont des espaces qui ne sont pas des utopies, c'est-à-dire des espaces qui n'existeraient pas, mais des espaces dans lesquels on se trouve enclos, mais qui nous connectent à d'autres espaces. Ou en tout cas, on est dans un espace réel, mais aussi dans un espace imaginaire. Quand je suis au théâtre, par exemple, puisque dans son livre, il réunit comme exemple d'hétérotopie le théâtre, le jardin, la bibliothèque, le tapis, le cimetière, la cachette, l'église, la foire foraine, et la fontaine d'ailleurs aussi on pourrait dire, le cinéma. Vous voyez bien que quelque part on ne comprend pas bien ce qui relie ces types d'espaces. Et donc par exemple quand je suis au cinéma ou au théâtre, je suis dans la salle, je suis sur mon fauteuil. Au cinéma j'ai l'écran, voilà, donc il y a un espace qui est réel. Et en même temps, je suis plongée dans un film, dans une histoire. J'ai des sentiments pendant ce film, j'ai des émotions. Et donc, je suis peut-être dans une autre... si je suis dans un film de fiction, je suis dans le futur. Si je suis dans un film, je ne sais pas, en Afrique, je suis en Afrique. Donc, je suis ici et je suis aussi là-bas. Dans une cachette, quand je suis cachée enfant sous la table, je suis sous la table. Mais je suis aussi en rapport avec l'espace qui est en dehors, c'est-à-dire que c'est un contre-espace de celui de mes amis ou de mes parents. Quand je suis au cimetière, je suis avec les disparus. Donc ce sont tous ces espaces qui ont ça en commun, qui ont un ailleurs à l'intérieur. Je ne sais pas comment le dire mieux. Voilà, donc ça c'est quelque chose vraiment, vous allez le voir, qui m'intéresse. Je ne vais pas faire des ponts directs parce qu'en fait, ce qui est intéressant, et c'est un peu aussi pour ça que je montre ça, c'est que tout ce que vous allez voir et qui n'est pas directement lié à l'architecture, en fait, infuse votre culture, votre pensée.
Je ne suis pas devant mes projets en relisant Foucault, d'accord? Mais par contre, Foucault a imprimé en moi des manières de rendre accessibles des choses que je n'avais pas vues avant, par exemple. Ou Pérec m'a mis en garde sur le fait que si on continue à ranger les choses de la même manière, eh ben, on voit les choses de la même manière. On a toujours Pérec à côté de Pablo Picasso si on range en ordre alphabétique. Et puis on a le petit livre de Foucault à côté d'un petit livre d'histoire naturelle parce qu'il a le même format si on range en format. D'accord ? Alors il y a un autre... il y a un artiste aussi qui moi, m'intéresse beaucoup, qui m'inspire beaucoup, c'est Sol Lewitt, pour beaucoup de raisons, mais que je pourrais développer, mais je ne vais pas tout raconter, mais il y a une œuvre qui est absolument incroyable. C'est quelqu'un qui a développé une petite collection de livres, il doit y en avoir 80 à peu près, qui sont des petits livres carrés, et où il se donne pour chaque livre un petit protocole, et puis qu'il développe en fait de page en page. Et ça, c'est le premier de cette collection qu'il a lancée. Donc évidemment, c'est un peu comme un manifeste un peu de cette collection, et qui s'appelle Color Grids, donc gris coloré. Et son protocole, il est très simple. Donc moi, à l'agence aussi, vous allez le voir, j'aime bien me donner des protocoles simples. Parce que l'architecture, c'est quand même compliqué d'arriver à résoudre une multitude de critères particuliers. Donc moi, j'aime commencer avec une hypothèse, une méthode simple qui tente de faire les pas de côté. Et donc là, son protocole, ce sont les grilles colorées avec 4 critères. Donc chaque grille va répondre à donc, toutes les horizontales et toutes les combinaisons d'horizontales et de verticales, de couleurs différentes, noir, jaune, rouge, bleu, et dont le trait est différent, c'est-à-dire un trait qui est droit à la règle, un trait qui est à main levée, et un trait qui est pointillé. Et donc il fait ce travail, et vous voyez ici, donc vous avez toutes les combinaisons. Le livre, c'est juste l'exploration de cette condition très simple de voir ce que ça peut être la grille avec 3 types de traits et 3 types de couleurs. Et donc c'est son sommaire, tout simplement. Et le livre commence donc avec la grille de gauche, qui est une grille donc, extrêmement droite, vraiment noire, traits verticaux et horizontaux à la règle. Et puis à droite, donc, les traits verticaux sont à la règle et les traits horizontaux sont à main levée. Et puis de page en page, vous voyez là, petit à petit, la couleur s'introduit. À droite, vous voyez le jaune apparaître. À gauche, vous voyez aussi que les traits pointillés apparaissent. Voilà, donc ça c'est le petit livre en question. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est la manière, je trouve, dont à partir d'un protocole vraiment très simple, presque enfantin, il met en crise ou en question la question de la peinture, en tout cas de sa discipline de peintre réellement. C'est-à-dire comment, de manière abstraite, minimale, avec un minimum de conditions, on peut être peintre. Et peintre, c'est quoi? C'est étaler de la peinture en 2 dimensions. Il n'est pas sculpteur, il ne parle pas de la sculpture à cet endroit-là. Donc, donc on l'étale verticalement, on l'étale horizontalement, on prend de la couleur. Parfois, on a des pinceaux un peu particuliers, donc avec un grain un peu particulier qui fait que le trait, il peut vibrer plus qu'un autre, il peut être en pointillé plus qu'un autre. Et finalement, toutes ces pages, les unes à côté des autres, c'est ce que vous voyez ici, fabriquent une véritable palette de peintre. Donc avec juste une condition très très simple, il questionne très profondément en fait ce que peut être la peinture. Voilà. Donc, je ne suis pas Sol Lewitt, je n'ai pas cette... mais ces questions de protocole qui viennent interroger une discipline dans sa condition la plus première presque m'intéressent au plus haut point dans mon travail. J'en ai fini pour un peu le cadre dans lequel je vous parle. Je vais vous présenter 3 projets, dont un est réalisé, que vous connaissez sûrement, donc je ne vais peut-être pas trop m'étendre, mais le premier, c'est un projet à Dijon.
C'est un projet de 40 logements, mais en fait, ce n'est pas un projet de 40 logements, c'est un projet de 240 pièces. En fait, on a traduit à notre manière le programme qui nous a été délivré par notre client, qui décrivait 4 logements avec à chaque fois dans les logements de manière très précise, un hall, une petite chambre, une grande chambre, un séjour avec la cuisine qui est au fond du séjour, etc. etc. Et nous, on s'est dit, mais c'est un peu compliqué parce que c'est très précis pour une société dont on n'arrive absolument pas à se faire un portrait précis. Donc, est-ce qu'on pourrait juste dénombrer le nombre de pièces qu'on doit combiner ensemble et les faire de la manière la plus simple possible? Donc, on a fait une conversion du programme que vous voyez ici en pièces de taille identique. Et on s'est rendu compte que voilà, ça faisait 240 pièces. Ces pièces, elles se combinent les unes aux autres pour former l'ensemble des typologies qui nous étaient demandées par notre client, c'est-à-dire il fallait qu'on ait des types 1 à telle surface, des types 2, des types 3, des types 4, des types 5. Et donc si on prend le type 3, puisque c'est lui que je vais vous montrer après, qui est celui-là, donc le type 3, c'est 5 pièces, 1, 2, 3, 4, plus 2 demi-pièces que sont la cuisine et la salle de bain, donc qui elles sont spécifiques, plus une pièce extérieure. Et puis le type 2, c'est le même, avec une pièce en moins, etc. Et puis le type 3, type 4, type 5, avec une pièce en plus. On a mis des petits lits pour que le client comprenne que ça peut être utilisé comme une chambre, et ça, le double pièce, ça peut être un séjour. Mais en réalité, notre idée, c'était de dire que toutes les pièces étaient de taille identique, de manière à ce qu'elles soient désassignées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'usage préétabli par l'architecte qui dirait que ici on dort, ici on se réunit autour d'une table, et ici on se réunit dans le séjour. Donc vraiment l'idée c'était d'offrir des espaces avant tout. La situation urbaine, elle nous plaisait bien aussi parce qu'elle était assez particulière dans le sens où le site se trouve à la frontière entre tout un quartier pavillonnaire des années 50, des petites maisons toutes petites, et puis un futur quartier ici, avec des bâtiments à R+5, R+6, donc assez haut. Et donc on se trouve à la lisière comme ça entre une vie qui est très individuelle, très individualiste avec la maison pavillonnaire, et une vie très collective avec les futurs immeubles voisins. Donc voilà, il fallait c'est un peu une condition pour nous favorable pour habiter, d'être à cheval justement sur ces deux dimensions. Alors cette pièce, elle fait 13 mètres carrés, 3,60 m de côté. Elle n'est pas orientée, elle est carrée, elle n'est pas rectangulaire. Ce que ça signifie, c'est que dans chaque pièce, le rapport de la pièce à la pièce d'à côté ou à la façade, etc., sont toujours neutres, entre guillemets. Il n'y a pas une orientation plus grande vers une pièce qu'une autre. Voilà, donc là, on a le plan type. Donc vous avez les 4 pièces dont je vous ai parlé, 1, 2, 3, 4 pièces. Les 2 demi-pièces, que sont la cuisine et la salle de bain. La pièce extérieure, qui est ici, qui est une terrasse ou une loggia, suivant les logements. Et vous voyez aussi que les 2 demi-pièces, on a choisi de mettre la cuisine ici pour qu'elle soit connectée directement avec la loggia, de telle manière à ce qu'elle soit, la cuisine soit éclairée naturellement et ventilée naturellement aussi, et qu'on puisse avoir une petite fenêtre passe-plat comme ça pour pouvoir cuisiner et puis manger dehors quand il fait beau. Et entre ces pièces, ici, là, on ne voit pas bien ça en rouge normalement, vous avez des grandes portes coulissantes. En fait, une pièce a une façade de 1,80 m ouverte et 1,80 m fermée. Donc les grandes portes ici, elles viennent se loger là. Et elles peuvent s'ouvrir ou se fermer, elles sont coulissantes. Donc chaque pièce peut, comme on le souhaite, être fermée sur l'autre pièce, sur une autre pièce, ou ouverte. Voilà, vous avez la même photo à différents moments. La structure de l'immeuble, c'est une structure de poteaux dalles, puisque c'est une petite dimension, 3,60 m, en béton.
donc très petite portée, petite section, et puis tous les cloisonnements sont légers de telle manière à ce que voilà, si demain on veut réaménager l'immeuble, on puisse le faire. Ici, c'est l'espace extérieur de la loggia. Vous reconnaissez donc la cuisine avec sa petite fenêtre, la porte qui permet, depuis la pièce centrale, d'accéder à la terrasse. Et puis, il y a aussi une petite porte latérale qui rend cette pièce-ci un petit peu différente de celle-là et de celle-là. Petit à petit, vous allez voir qu'en fait, c'est un système qui est répétitif, mais dans lequel aucune pièce ne ressemble à une autre, puisque chaque pièce a une orientation différente, a un rapport à l'espace extérieur différent, un rapport à la pièce centrale différent, etc. Donc ici, c'est la pièce latérale avec son propre accès. Et vous verrez que dans certains des cas, dans certains logements, donc il y a des logements dans lesquels on rentre dans la pièce principale directement, et il y a des logements dans lesquels on rentre par l'espace extérieur. Et dans ce cas, on a 2 portes d'entrée dans le logement. Donc c'est soit des loggias, soit des terrasses. Voilà, donc ce que ça signifie, donc ça c'est ce qu'on a un peu montré à notre client, c'est que ce même type, en fait, si on prend une famille entre guillemets conventionnelle, pour répondre à sa demande, une famille peut s'installer avec un salon, salle à manger ici et 2 chambres comme ça, de telle manière à développer une vision traversante dans le logement. Ou alors, de manière encore plus conventionnelle, les 2 chambres d'un côté pour garder coin repas, séjour, espace extérieur de l'autre côté. Et aussi une version diagonale où on met les chambres bien séparées en diagonale, comme ça, pour avoir le regard qui traverse le logement dans sa plus grande dimension. La diagonale, c'est toujours intéressant pour ça, c'est que c'est la plus grande dimension possible dans un espace. Donc quand on a un petit espace et qu'on crée une diagonale, on a la plus grande perspective possible dans le logement. Voilà, donc ça sont les 3 vues à travers le logement. Et en fait, dans l'idée qu'on se fait du séjour, on se dit, voilà, le séjour, c'est ce que je vous ai montré, là, il est ou en diagonale, ou en machin, ou en truc. En fait, un vrai séjour, ça mute pendant la semaine, pendant la journée, pendant l'année, en réalité, dans le logement. Puisque si on prend même la variante, l'hypothèse la plus classique, la plus conventionnelle, avec les chambres d'un côté et le séjour de l'autre, c'est toujours organisé comme ça, c'est toujours les chambres là, tata. Mais en réalité, on a dit que c'était ça le séjour, mais on peut aussi se dire que c'est plusieurs séjours, puisque chacun fait 13 mètres carrés, et que donc on peut regarder un film ici, finir son repas là, les bouquiner dans son lit ici, travailler le soir dans sa chambre, et chacun peut être isolé. Ce sont des petits séjours, ce ne sont pas des chambres, des séjours ou des coins repas, mais des séjours. Ou alors le dimanche, on peut faire un grand repas voilà, avec des amis, et puis tout est ouvert, et c'est un grand séjour, un espace grand ouvert. Et puis aussi, par exemple, j'ai un peu, par exemple, les gosses, ils s'accaparent un peu le séjour, là, et donc les adultes, le soir, ils finissent leur repas, et puis voilà, ils bouquinent dans le lit, et donc c'est un séjour temporaire qui est ouvert, qui est ici, qui n'est pas le même que celui-là. Ou encore, les enfants rentrent de l'école, c'est 4 heures, c'est le goûter, et puis ils jouent dans la chambre. Donc leur séjour, c'est celui-là. Voilà, et même le séjour qui est ici, on peut se dire qu'il y a une discussion entre amis ici, et puis le premier service pour les enfants, parce que nous, on va manger plus tard. Les enfants se trouvent à table à cet endroit-là. Il y a des séjours possibles. Et aussi, on n'est pas forcément un foyer comme j'en parle là, c'est-à-dire d'enfants et de parents, etc. On peut aussi 3 personnes, ça peut donc un couple et un enfant, ça peut être aussi 3 personnes donc qui décident de travailler, de faire un coworking, de faire une colocation, et donc d'avoir une grande pièce de travail et puis des chambres dans lesquelles on peut avoir un petit bout de canapé, un fauteuil, des chambres qui sont assez vastes et qui ne font pas juste 9 mètres carrés pour certains. Ou alors on peut décider au contraire de travailler dans chacune des chambres, on a la place d'y mettre son petit bureau et puis de se faire un petit séjour qui est commun. Et pour certains qui ont un accès qui se fait donc par l'espace extérieur, comme on a les 2 accès au logement, on peut se dire que voilà, vous montez votre petite agence d'architecture
Et cette pièce, c'est votre petit bureau. Vos clients rentrent ici sans rentrer chez vous, paf. Et puis le soir, vous pouvez rouvrir la porte et profiter complètement de votre logement dans sa plus grande dimension. Donc l'immeuble, en fait, c'est une grande structure dans laquelle prennent place toutes ces pièces carrées. Ce que vous voyez là, voilà. Vous voyez, il y a une chose un peu particulière dont je voudrais vous parler maintenant, c'est ces façades ici, qui sont assez particulières, qui sont épaisses. C'est dû à une multitude de complexités et de décisions, mais qui nous a fait trouver une solution assez marrante. C'est-à-dire que nous, on ne voulait pas, dans le plan, vous reconnaissez ici le plan, hein, les 2 pièces, celle du milieu, la pièce... voilà. On ne voulait pas que les rangements... Chaque pièce doit pouvoir être utilisée comme une chambre ou comme un séjour, ou comme une salle à manger. Donc chaque pièce doit pouvoir avoir une penderie pour pouvoir y mettre ses chambres, ses vêtements. Donc on ne voulait pas avoir les rangements, comme on le fait d'habitude, en fond de pièce, parce que finalement, cette épaisseur de 60 cm rompait la fluidité qu'on cherchait entre les pièces les unes avec les autres. Donc on ne savait pas trop où les mettre, ces rangements. Et finalement, on a décidé de les déplacer du fond du logement à la façade, de telle manière à ce que cette fluidité entre les pièces soit la plus grande possible. Pour rien vous cacher, c'était aussi dû à une question de notre client qui nous disait « mais vos fenêtres, elles sont trop grandes ». On disait ben, « on est obligé, en fait il n'y a pas beaucoup de fenêtres puisqu'il n'y a pas 50 pièces, donc chaque fenêtre doit faire telle dimension ». Et on disait « mais pourquoi elles sont trop grandes ? De quel point de vue ?» Il nous disait ben, « vous savez, c'est du logement social, les gens ils ne savent pas habiter, ils vont mettre les canapés devant les fenêtres, ça va être moche, etc. » Donc nous, on était un peu choqués d'abord par cette idée, choqués par le fait qu'on n'accepte pas ça. Et en même temps, on se disait, mais bon, okay, on va essayer de trouver une solution, mais en même temps, mettre le canapé au bord de la fenêtre, en fait, c'est génial. En fait, c'est là qu'il faut se mettre. Comment est-ce qu'on va faire ? Et donc, on a fait des fenêtres canapés, des fenêtres bancs, etc., que vous allez voir, de telle manière à ce que... de telle manière à ce qu'on puisse... ça, c'est un banc. En dessous, il y a un coffret où on peut mettre les jouets, les chaussures. Ici, on peut mettre les vêtements. Puis ça, c'est une lampe, en fait, au-dessus de la fenêtre. De telle manière à ce qu'on puisse se lever, en fait, dans la fenêtre. Faire en sorte qu'on assurait à notre client de ne pas avoir les canapés et les mobiliers contre la fenêtre. Et en même temps, s'assurer que l'idée de se mettre contre la fenêtre, on puisse la développer dans le projet. Donc ici, c'est côté jardin. On a décidé de mettre ce banc avec un garde-corps qui est à l'intérieur. Donc on peut ouvrir complètement le coulissant, on peut être comme ça sur le jardin. Et puis on a un petit filet donc, qui est pas dur dans le dos. Au début, on voulait mettre un filet de hamac, mais bon, ça n'a pas passé au niveau du feu. Mais donc c'est un filet qui est assez confortable. Je ne sais pas pourquoi j'ai celle-là. Et puis de l'autre côté, côté rue, on s'est dit, tiens, mais c'est marrant, en fait... Finalement, ça va peut-être nous permettre de sortir de l'idée que le logement, c'est que des pièces pareilles, tout le temps la même chose. Et peut-être que ça va leur donner aussi une qualité spécifique à chacune des pièces qui fait que j'aurais envie, dans cette pièce-ci, de faire ci, et dans cette pièce-là, de faire ça. Et donc, côté rue, les fenêtres n'ont pas de banc et sont aménagées... les fenêtres n'ont pas de banc et les rangements sont aménagés donc autour comme ça et les portes ne sont pas sur le côté pièce mais sont dans l'alcôve, ici, sur les 2 côtés, de telle manière à ce qu'ici, ce soit plutôt du cloisonnement libre pour qu'on puisse mettre son bureau contre la façade, mettre son lit, etc. Donc il y a 1 mètre d'un côté et 1 mètre de l'autre pour pouvoir y mettre tous ces éléments. Alors après, c'est un peu des casse-têtes géométriques, mais ça fait exactement la largeur de la menuiserie pour pas que ça dépasse, etc. Et de ce côté-ci, on n'a pas de soleil puisqu'on est côté nord, soleil qui rentre dans la pièce, mais donc on n'a pas de store, contrairement à l'autre côté, on a des stores extérieurs. Et donc ici, on devait quand même trouver une protection nocturne, de telle manière à ce que ça puisse être une chambre et qu'on puisse fermer de manière opaque. Donc on a proposé de mettre un rideau intérieur et de le mettre ici, dans cette limite-là, de telle manière à ce qu'un nouvel espace, un mini-espace, le plus petit espace possible, puisse apparaître dans le logement.
Et malheureusement, je n'ai pas de photo de ça, mais une fois, je suis allée visiter et j'ai ouvert le rideau. C'était dans une chambre d'enfant. Il y avait une ville de Lego absolument hallucinante derrière. On faisait son coin. Voilà, donc c'est le plus petit espace possible qu'on ne peut pas mettre dans un programme. En fait, on ne peut pas l'inventer dans un programme parce qu'en fait, il sert à rien. Il sert à plein de choses, mais il sert à rien. Et pendant le Covid, il y a pas mal de gens qui en fait ont installé un petit bureau, une petite table là pour pouvoir fermer un peu. Et donc c'est une relation que j'aime beaucoup. Je ne vais pas parler là de Rika Yamamoto, mais il écrit beaucoup sur cette relation-là. C'est l'idée qu'on puisse être chez soi, mais seul, en relation directe avec l'espace public ou avec l'extérieur. Une manière d'échapper comme ça et d'être très librement chez soi, ce qu'on ressent lorsqu'on se trouve dans cet espace. Voilà, donc là je vous ai parlé de ça depuis l'intérieur. On va petit à petit sortir de l'immeuble. Donc c'est un immeuble à gradins qui en fait de manière très simple la relation entre l'échelle des petites maisons que vous allez voir tout à l'heure et des grands immeubles. C'est une manière de passer de la petite à la grande échelle avec nos pièces, de fabriquer un grand gradin qui en sert un jardin en son centre, en son cœur. Voilà le bout. Bon, ça c'est en fin de chantier, donc il y a encore le parking en fait qui est en dessous. Et en fait, cette forme urbaine, le programme en fait, c'était de faire l'urbaniste nous a proposé de faire un immeuble collectif sur rue et des petites maisons au fond du jardin. Nous déjà, l'idée qu'il y ait des gens qui habitent sur la même parcelle dans un immeuble collectif et puis juste au pied là, ceux qui peuvent se payer la petite maison, ça nous posait un petit problème. Donc on a cherché la manière dont dans une même enveloppe, on pouvait habiter tous de manière différente et de manière à avoir différentes typologies. Donc finalement, ce sont un peu comme des maisons. On rentre comme ça directement depuis l'extérieur, dans son espace extérieur. Donc il y a une série de petites maisons. On a des logements, on parvient au premier étage sur une terrasse commune à 2 logements avec 2 portes d'entrée, chaque logement ayant sa terrasse, une ici, une là-bas. Il y a 2 petits halls dans chacune des branches qui desservent un escalier qui monte à R+2, avec à chaque fois 7 logements et 7 logements. Et puis il y a un ascenseur à l'angle là, qui dessert une vingtaine de logements, donc il y a un vrai collectif, entre guillemets. Donc ici, on a les 120 fenêtres carrées, c'est celle avec les bancs du côté jardin. Vous reconnaissez aussi les loggias voilà, qui viennent en retrait. Et puis de l'autre côté, on a les 120 fenêtres verticales, celles qui n'ont pas les bancs avec les rideaux, là dont je vous ai parlé. Et puis on a réservé dans le budget qu'on avait pour faire l'opération l'équivalent d'une dizaine de pièces. Donc c'est ici une grande salle commune en double hauteur avec une loggia en double hauteur. Donc la double hauteur, elle permet de célébrer l'aspect collectif en fait et commun de cette pièce. Et on a choisi cet endroit parce que c'était à cet endroit-là, sur le boulevard, il y avait un arbre absolument incroyable et magnifique. Et on s'est dit, tiens, il y a des habitants qui vont être pile devant la cime des arbres. Puis il y a des gens qui n'habiteront pas avec cet arbre. Donc on a décidé, on a un petit principe comme ça, c'est quand il y a une situation privilégiée dans un immeuble, et ben on la met en partage à tous, de telle manière à ce que même celui qui habite de l'autre côté, au bout, puisse profiter d'être comme ça, perché dans les arbres. Voilà, ici, c'est l'immeuble, donc vu diamétralement opposé, vu depuis les petites maisons qui font R+1. Donc c'est un immeuble qui a un peu double face, qui d'un côté se présente de manière assez massive, assez collective, et puis de l'autre qui montre, dans son aspect modulaire, qui montre la petite unité aussi. On peut lire vraiment chacune des petites pièces. Maintenant, je vais vous parler d'un projet aussi de 70 logements, qui n'est pas un projet de 70 logements, mais qui est un projet de 12 groupes de cuisine. Vous voyez, petit à petit, je vous parle de classement. Alors la cuisine, elle a un peu une longue histoire à l'agence, et d'ailleurs c'est un sujet que je travaille avec mes étudiants à l'EPFL. C'est une pièce que je trouve assez extraordinaire dans le logement parce que c'est peut-être la seule pièce qui ne nécessite pas d'être protégée, dont on ne protège pas l'intimité. Vous pouvez avoir une fenêtre dans une cuisine qui donne dans une rue, c'est pas un problème.
Par contre, si vous avez une fenêtre dans une chambre, vous avez besoin d'un rideau, vous avez besoin de distance, vous avez besoin d'être peut-être un peu plus haut. Voilà, c'est des relations qui sont souvent conflictuelles. Alors que la cuisine, en fait, c'est pour plein de raisons, parce que dans une cuisine, on se tient debout, on est actif, voilà. Mais aussi la cuisine, c'est le lieu de la convivialité, c'est le berceau de la convivialité dans le logement. Donc ça peut peut-être être aussi la plus grande porte possible vers le voisinage. Parce que finalement, nous, les portes de logement, elles sont opaques. Donc peut-être qu'on peut ouvrir de manière plus forte la cuisine, de plus forte que toute autre pièce. Et que peut-être c'est un outil finalement. C'est l'outil de la convivialité dans le logement, mais ça peut aussi être l'outil de la convivialité avec les voisins. Donc ici, on se trouve à Dijon aussi, dans une opération qui est ici, tout en longueur. La parcelle, c'était ça. Et donc, on a décidé de faire, non pas de faire un bâtiment qui est au premier rang, comme au théâtre. Là. Il y a ceux qui habitent au premier rang, puis au deuxième rang, au troisième rang, au quatrième rang, puis il y a ceux qui habitent là. On a décidé que tout le monde habitait autour d'un jardin central qui donne sur le canal. Puisqu'ici, il y a un grand canal, c'est le canal de Bourgogne, qui est absolument magnifique. Quand on habite près du canal, on habite en pensée. C'est un peu comme une hétérotopie. C'est-à-dire qu'on habite en pensée avec toutes ces péniches et toute cette Bourgogne, et c'est absolument incroyable. Et donc ce grand jardin, c'est un grand commun à tous, qui plonge comme ça visuellement dans le canal, et qui fait que même quand j'habite ici, j'habite le jardin qui est sur le canal. Et donc j'habite avec le grand territoire. Et on a pris une décision particulière, c'est de dire que ce jardin, c'était un jardin calme, c'était un jardin intime, donc les séjours et chambres donnaient de ce côté-ci. Et que, donc ça, ce sont des petites barres, hein, tout simplement. Donc tous les logements sont traversants, vous allez voir. Et donc le séjour est traversant, et puis les chambres sont que côté jardin, de telle manière à ce que ce soit un jardin calme. Et les cuisines sont que côté rue, de telle manière à ce qu'elles puissent être actives. Voilà. Et donc là, je vais vous parler de ces grands paliers ici qu'on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 côté rue. Bon, ça c'est un plan schématique des typologies avec donc les logements qui sont tous traversants comme ça. Puis évidemment dans les angles, on essaye d'être en angle, voilà. Et en fait, c'est ce principe de cuisine dont je vais vous parler. Ce sont des cuisines d'accès. Vous allez voir, c'est orienté autour de grands paliers communs ici. C'est pas très beau ça, je vais montrer autre chose. Donc ça, c'est le côté jardin. Donc c'est une façade qui est plissée de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de vis-à-vis frontal. Au contraire, on va chercher les grandes diagonales pour avoir les plus grandes distances possibles. Le jardin, on le voit comme ça de manière diagonale. Vous voyez aussi qu'on privilégie, donc peut-être si quand même. C'est moche, mais ça a le mérite d'être explicatif. Donc vous voyez que ici, chaque logement, donc ça c'est un logement par exemple, chaque logement a c'est une espèce de fusion entre l'idée d'une loggia et l'idée d'un balcon. Donc on est un peu dans l'emprise du bâtiment, mais techniquement c'est assez simple, parce que c'est comme un balcon. Donc ici on a toute une série de balcons intimes. Et puis de l'autre côté, c'est des balcons partagés, des balcons d'accès. C'est-à-dire qu'on accède à un escalier comme ça qui donne sur une grande terrasse collective qui permet d'accéder à une multitude de logements, ici 5. Et à chaque fois qu'on rentre dans le logement, en réalité, on rentre dans la cuisine. Donc ce sont des cuisines-bars que vous voyez ici. Voilà. Donc cette cuisine, elle élargit, entre guillemets, la porte. C'est-à-dire qu'une fois que la porte est ouverte, le petit bar de la cuisine est ici. Et donc tout ça, c'est le séjour qui est traversant côté rue, côté jardin silencieux. Et la cuisine, elle vient s'ouvrir comme ça sur l'espace commun. De l'autre côté, on a les chambres autour de la salle de bain. Voilà. Et donc c'est ici, voilà, que vous voyez ça. Donc avec à chaque fois le petit meuble. En fait, on peut cuisiner, on peut boire un café depuis l'intérieur. On peut se faire un café et boire un café d'un côté ou de l'autre, depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur, avec ses voisins ou chez soi, ou en été et en hiver.
Voilà, donc ça c'est valable à chaque fois. Ce que ça dit aussi, c'est que une question sur la... Je vous ai parlé de l'idée que je me fais du partage. Une des questions qui est difficile, c'est que les espaces partagés, on se dit toujours, il faudrait les livrer avec du mobilier. Mais bon, quand on fait du logement social, on n'a pas beaucoup de budget. Donc on s'est dit, pour tout ce qui est les chaises, les couverts, etc., ça c'est des petits objets, chacun les a chez soi. Donc quand je vais partager un repas sur cette terrasse, collectivement, je prends ma chaise, je prends mon assiette et mes couverts. Par contre, une table, un, c'est compliqué à sortir, et deux, il n'y a jamais de table suffisamment grande pour accueillir la communauté de ces 5 logements, puisque c'est 5 fois 3 habitants, ça fait 15 habitants qui partagent un même repas. Donc on a essayé de voir le budget que pouvait donner une table pour 15 personnes, enfin 12, hein, ici. Et puis on s'est dit, ça va se passer comme tous les projets, c'est-à-dire que tout le monde va adorer cette idée, on va prévoir cette table, et puis le projet avançant, on va devoir faire des économies, et le premier truc qui va sortir, c'est, on est désolé, mais on n'a pas de fric pour faire cette table, donc on ne fait pas la table. Et pour nous, c'était vraiment important parce que la table, c'est comme une première architecture. C'est un peu comme un temple avec ses 4 colonnes et son toit. La table, c'est ce qui réunit et ce qui sépare. Tout à l'heure, je me disais, tiens, qu'est-ce que je fais? Je me mets là ou je me mets là? Mais si je suis là, je suis plus avec vous. En même temps, si on est autour de la table, ça veut dire qu'on est ensemble. Mais en même temps, la table nous sépare. Parfois, quand la table est trop longue, on dit toujours « Ah, c'est chiant », parce qu'en fait, on ne peut pas passer à travers. C'est une barrière aussi. Donc cette table, elle joue le jeu, pour moi, de ce qu'est un logement, intrinsèquement, cette question de partager et de se partager. Donc symboliquement, voilà, j'y tenais beaucoup. Et donc on s'est dit, pour qu'elle ne disparaisse pas, il faut la rendre indispensable. Il faudrait presque que l'immeuble s'écroule si cette table n'existait pas. Donc on a travaillé avec notre bureau d'études structure. Je lui ai dit, écoute, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez que la structure porteuse, en fait, voilà, c'est un système porteur, comme ça, toutes les trames. Et en réalité, donc en façade, on avait des petits poteaux ici, là, là, là. Et on se disait, ça serait bien que ce poteau-là disparaisse pour que on puisse célébrer une trame double en façade, pour que cette dimension collective puisse exister de manière urbaine, mais aussi depuis l'intérieur. C'est-à-dire que quand on est ici à table et qu'on a un poteau là, tout à coup, on est d'un côté du poteau ou de l'autre côté du poteau. Donc, une manière de célébrer par la double trame le collectif. Et donc, on a imaginé une table poutre. C'est une table, en fait, qui vient soulager, donc qui part d'ici et qui vient jusque-là, et qui vient soulager la structure de telle manière à ce qu'on puisse enlever ce poteau. Voilà, petit schéma pour leur expliquer. Voilà, qu'on est d'un côté, de l'autre, on a la poutraison, et puis donc toutes ces trames avec la possibilité, donc en dessous, d'enlever ce poteau qui était là. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est l'idée aussi que la table, qui est tout ce que je vous ai dit pour moi, elle soutient concrètement la collectivité. Voilà, donc là avec les petits barres intérieur-extérieur, avec des petites fenêtres guillotines, donc on peut lever. Dernier projet. Je vais vite, ça va? C'est pas trop long? Je vais aller plus vite. Dernier projet, donc c'est un projet qui ne dit pas 4, mais qui dit 1 plus 3. Bon, vous allez comprendre après. On a été retenu sur un concours pour travailler à partir d'un projet urbain qui est ici. On a candidaté pour avoir la possibilité de faire un concours sur un des bâtiments. Et donc c'est dans un quartier qui borde l'arrivée des trains à la gare de Lyon, qui est ici. Donc c'est des anciens entrepôts de la SNCF qui libèrent un grand territoire. Donc on a une série qui sont conservées. Et puis il y a une partie démolie qui permet en fait d'offrir dans ce quartier un grand espace, un grand parc public.
contre lequel vont venir prendre place une série de plots d'immeubles de logement. Et ça, c'est vrai qu'à Paris, habiter contre un parc public, c'est juste un luxe extraordinaire. Donc c'est une situation à habiter complètement dingue. Et puis donc on a été retenus et on nous a dit, bah voilà, vous allez faire une proposition sur cet immeuble-là. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu comme un carcan, parce qu'en fait, quand on nous disait cet immeuble-là, c'était pas cet immeuble-là, vous allez faire des propositions sur sa forme. On ne pouvait pas faire une autre forme. On ne pouvait pas être plus profond, parce qu'il fallait une distance de 6 mètres au fond. Il fallait 4 mètres de large là, il fallait 4 mètres de large là. On était limité en hauteur. Enfin bref, l'immeuble, on avait ces dimensions. C'est comme si on réhabilitait un fantôme d'immeuble, en fait. Donc il fallait se soustraire à cette situation. Et donc on s'est dit, bon, ben voilà, en fait, c'est fait pour être organisé comme un plot. Tout à l'heure, je vous expliquais comment une barre fonctionne a priori. Un plot, c'est un ascenseur escalier au centre qui dessert des logements très directement. Le plot, c'est la plus individualiste des typologies, entre guillemets. C'est celle qui ne propose aucun espace commun, puisque ici, l'idée, c'est d'avoir l'espace de circulation le plus restreint, le plus réduit, le plus direct, le plus économique possible. Et c'est le plus individualiste, et c'est aussi le plus rentable d'un point de vue économique. Et c'est pour ça que les urbanistes, souvent, ils proposent comme ça une série de plots, en se disant, on va donner un maximum de budget à nos architectes. On va leur proposer de travailler à partir de typologies qui sont rentables économiquement parlant. C'est quand même une forme dans laquelle on a relativement peu développé de façade vu la surface que l'on développe à l'intérieur, il y a peu de circulation, etc. Comme ça, les architectes, ils vont pouvoir avoir du budget pour faire des super apparts, pour faire des super façades, ce qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est super sympa, sauf que bon, on fait le plan, ok. Et puis on se dit, mais ça va pas du tout. En fait, on se retrouve dans une situation absolument extraordinaire dans Paris. Les habitants vont habiter contre un parc. Sauf qu'en fait, il n'y en a que 3 à la fin, puisque ça, c'est les séjours. Donc, ça s'organise toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on a un séjour. On utilise les angles pour mettre les plus belles pièces, puisque ce sont des pièces qui peuvent avoir 2 orientations. Donc, on fait les grands logements en angle, avec les séjours en angle. Et puis, de part et d'autre de l'ascenseur, on met les plus petits types, qui de toute façon n'auraient pas pu être ni traversants ni rien. Donc, voilà, donc très bien. Sauf que là, en fait, sur 6 logements par étage, il y en a 3 qui sont sur le parc. Il y en a 3 qui ne sont pas sur le parc, c'est-à-dire la moitié des habitants. Donc c'est pas possible. On considère, nous, que si, je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a un privilège, on essaye de le partager, là, c'est juste, t'habites côté parc ou t'habites côté nord, quoi. C'est pas possible. On ne peut pas habiter ensemble s'il n'y a pas une forme d'équité. Dans la question de l'immeuble collectif, il y a toujours une question d'équité. Quand j'ai un appartement qui a une qualité en moins de ce côté-là, je dois lui donner une qualité en plus que les autres n'ont pas. Il faut qu'il y ait une forme d'équilibre pour que la vie collective puisse, d'équité pour que la vie collective puisse s'installer. Donc on a fait un raisonnement, on va dire, très binaire, très simple. On s'est dit, non, faut 6 logements par étage, on divise en 6 la façade sur parc, voilà, on coupe en 6. Voilà, ça c'est le protocole de départ. En se disant, tous, 100% des logements sur parc, on aura... voilà. Sauf qu'en fait, cette décision-là, elle va à contre-courant complètement de tous les mécanismes d'un plot, et qu'en fait, c'est impossible à faire. Donc on a un peu cassé des crayons. C'est possible à faire s'il y a des choses qui sont attendues, qu'on ne fait pas, qu'on déroge à certaines choses. Donc je vais vous l'expliquer. Voilà, donc c'est ce qui fait que finalement, notre décision de toutes les petites bandes, là, c'est que tout le monde habite avec ce grand parc absolument magnifique. Donc le plan, il s'organise comme ça. C'est très simple. Donc c'est 6 bandes parallèles de même dimension qui sont séparées. Oui, alors en cours, et ça a été une chance incroyable pour nous, en cours, on nous a de travail, notre client nous a dit, attendez, on préfère avoir 5 logements par étage, mais des plus grands logements. Et en fait, ça nous a vachement aidé. Et on l'a gagné. À un moment donné, les étoiles s'alignent dans la vie sur certaines choses, et là, ça a fonctionné aussi pour ça. Donc on s'est dit, on divise en 6. Il n'y a plus que 5 logements. C'est bien, les 5 séparatifs, on va les faire un peu épais, puis du coup, on va pouvoir... Parce que du coup, c'est très fin. Ça fait que 4,20 m en fait, d'épaisseur, de largeur.
Donc ça veut dire que tous les logements, aïe aïe aïe, ils sont très fins, ils font que 4,20 m de large, ils font 20 mètres de long, ce qui est totalement impossible. C'est-à-dire qu'au centre, vous êtes dans le noir total. Enfin, on part de là, en fait, avec ces problèmes-là. Donc on s'est dit, bon, pas de panique, on prend les murs qui séparent les logements des autres, on les épaissit et on y met tout ce qu'on va pouvoir, c'est-à-dire la structure, les gaines, les cuisines, les rangements. On range un maximum de trucs par là pour libérer un maximum l'espace entre ces murs. Ensuite, donc, je sais pas si j'ai... Voilà. Ensuite, en réalité, il n'y a qu'un logement qui est défavorisé, puisque ici, vous avez un logement qui est en angle et qui a juste 3 façades, dont une qui est très fin, en fait. C'est pas qu'il est long, c'est qu'il est très fin. Ici aussi. Voilà. Bon, ces 2 logements, en fait, c'est cette petite bande plus une chambre qui est là, voilà. Ici, c'est pareil, là. Et puis ici, là, et ici, là, ce sont les petits logements, 2 studios qui viennent se loger. Donc eux, ils sont mono-orientés, mais côté parc. Il n'y en a pas un qui est de l'autre côté. Et puis le résidu, là, tout ça, là, c'est le super grand logement qu'ils nous ont demandé d'avoir, le luxe, là. Et donc lui, en fait, il s'organise autour d'un séjour traversant qui est ici, sur lequel viennent se grouper des petites chambres sur le côté, et puis la cuisine qui est là, ouverte sur cet espace. Et donc, en fait, c'est lui qui est long. C'est lui qui a besoin de lumière au cœur. Donc, on s'est dit, bah, c'est pas compliqué, on va être obligé de faire des doubles hauteurs. Double hauteur, pourquoi ? Pour faire en sorte que la lumière, elle pénètre le plus loin possible dans le logement, et pour faire en sorte aussi que depuis ici, je vois le ciel, j'ai de l'ouverture, je ne suis pas dans un goulet. Bon, à l'oral, on a montré ça. On a dit, mais vous voyez, c'est pas du tout profond, en fait. Corbu, lui, il fait 24 mètres de long. Nous, c'est rien, en fait. Et même, on leur a dit, ce qui est vrai, parce qu'on a vraiment fait la comparaison, que notre double hauteur, en fait, elle est même plus profonde, en fait, ici. Voilà. Mais Corbu, c'est vrai que c'est beau aussi, parce que c'est une mezzanine, en fait. C'est pas nous, c'est opaque. Voilà. Mais c'est plus large. Voilà, donc ça, c'est le principe structurel. Ces doubles hauteurs, en réalité, vous voyez ici, donc, le grand logement, là, avec sa double hauteur. À l'étage du dessus, ben, sa double hauteur, elle est ici. À l'étage du dessus, elle est là. Elle est là. En fait, c'est un système de quinconce. Donc, c'est le même logement qui, à chaque étage, se retourne, se miroite. Et quand on a présenté à l'oral, en fait, on s'est dit, bon, j'espère qu'ils vont rien comprendre, parce qu'en fait, il y a quand même 2 cages d'escalier ascenseur pour le plot, alors que, parce que c'est la seule manière de rendre possible cette typologie, hein, d'avoir... sinon, on a un couloir où, en fait, on bouche cette transparence, donc on ne peut pas avoir l'ensemble des logements côté parc. Voilà, donc... on a réussi à rendre indispensable, comme la table tout à l'heure, la double hauteur. On ne peut pas l'enlever, c'est une qualité qu'on n'arrive jamais à faire passer, mais là, c'est dans les gènes, quelque part, de la typologie. Et on a réussi aussi, au passage, à ouvrir un logement qui a 2 portes. Voilà. Comme ça, on peut rentrer chez soi par les chambres, on peut rentrer chez soi par le séjour, et déployer tout ce que je vous ai expliqué sur l'autre logement. Et en fait, juste, ils avaient bien vu, ils l'avaient vu en fait. Et puis on a gagné, mais on se dit, mais il y a un truc qu'on n'a pas compris en fait, parce qu'on a eu un plot, pour vous c'est le moins cher, tout le temps vous nous parlez d'escalier d'ascenseur, c'est un risque qu'on a pris, mais donc vous ne l'avez pas vu. Ils nous disent, si, on a vu, mais juste nous, vendre 100% des logements avec une vue sur parc, ça nous amène bien plus de fric que le coût de l'escalier et de l'ascenseur en fait. Donc en fait, finalement, c'est ironique ou cynique ce que je raconte, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a une chose peut-être sur laquelle on se rejoint, c'est où est la qualité. Parce que lui, il sait parce que ça se vend. Moi, je sais parce que je le vois, on fait de la double hauteur, on fait un logement, on a 18 mètres d'affilée, je peux faire du patin à roulettes gosse dans mon séjour, quoi. Donc c'est un quiproquo, on va dire.
Voilà, donc évidemment, je ne sais pas si vous avez tous compris le système de la quinconce, mais un jour on a dû leur faire une maquette parce qu'on se rendait compte qu'ils ne comprenaient pas bien comment ça fonctionnait, ça commence à s'enchasser. Donc on a meublé les logements, voilà, donc vous avez le logement rose et le logement rouge, là, qui sont ceux en angle. Il y a le petit bleu ciel et le petit vert, et puis il y a le grand bleu, avec les grands rangements, en fait, qui se prolongent à l'extérieur pour faire des bancs et qui sont aussi la structure des balcons. Voilà, vous voyez ici donc une double hauteur et puis une autre là. Alors, pourquoi 4 égale 1 plus 3? Parce que je vais faire un truc que je ne devrais pas faire, mais tant pis. Voilà. D'ordinaire, la question architecturale d'un plot, quand on a réglé les typologies et qu'on s'occupe des façades, c'est comment on a 4 façades, 4 côtés, qui chacune doivent accueillir des fenêtres de séjour et des fenêtres de chambre. Donc toute la question, c'est est-ce que j'ai que des fenêtres de taille identique? Donc le séjour, j'ai 2 fenêtres, les chambres, j'ai qu'une fenêtre, et puis je m'amuse avec ça. Est-ce que j'ai des grandes fenêtres et des petites fenêtres que j'arrive à composer en quinconce, superposer? Enfin, qu'est-ce que je fais en fait de cette... Voilà, mais en tout cas, on a 4 côtés qui sont homogènes, on va dire. Tandis que nous, dans notre typologie, ben, on a une façade de séjour et 3 façades de pas séjour, de fenêtres de chambre. Donc on a un plot qui, au lieu d'être homogène, est totalement hétérogène du point de vue de ces façades. Donc nous, on s'est dit, bah, c'est super, comme ça, ici, on fait 100% vitré, d'autant qu'on est protégé par les balcons, les stores, etc. Et puis sur les 3 côtés, là, on va pouvoir émanciper, développer cette personnalité du plot qui serait un espèce de plot mono-orienté un peu bizarre. Et donc on a... pour les 3 autres façades, développé, alors hop, 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 voilà. On a développé des fenêtres en bandeau, tout simplement parce que le logement étant profond et long comme ça, on s'est dit que c'était panoramique, que ça ouvrait comme ça le regard, mais aussi parce que quand on est dans une pièce, on peut mettre, c'est pratique du point de vue de l'usage, on peut mettre les lits, les bureaux, etc. contre la façade, c'est vachement sympa. Voilà. Bon, donc ça, c'est toutes les maquettes de... Vous avez à droite la simple hauteur et à gauche la double hauteur. Des questions de parvue, évidemment, puisqu'on se partage une façade collective. Ce que vous voyez aussi, c'est que le balcon, ce qu'on avait fait aussi à Dijon avec les cuisines groupées, le garde-corps, il est collectif. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il passe devant tous, il est continu. Comme ça. On habite ensemble le parc. On habite collectivement le parc. Voilà, donc en double hauteur ou en simple hauteur pour l'espace extérieur. Donc c'est un espace qui est hyper domestique, quoi, vachement sympa. Et puis de l'autre côté, donc ces bandeaux horizontaux. Voilà. Donc ce protocole de se dire, voilà, 100% des logements sur parc, ça veut dire qu'on a une façade 100% séjour, totalement vitrée, où on décèle, vous voyez, hein, si on regarde un petit peu, on les voit, là, les doubles hauteurs, ici. Et puis les 3 autres façades qui sont voilà, composées de tous ces bandeaux, là, avec juste une exception qui est ici. Donc ça, c'est le côté, ça, c'est l'autre côté, et puis ça, c'est l'envers, le nord, entre guillemets, du bâtiment, sur lequel, en fait, ça, c'est juste l'impact de ce grand tube traversant qui fait 18 mètres de long et qui vient perforer la façade sud pour avoir vraiment un vrai tube continu. Oh, pardon. Un vrai tube continu en façade nord. Voilà, donc c'est un plot étrange de ce point de vue et on l'a laissé. Ce qui est bien quand on prend une décision initiale comme ça, c'est qu'on laisse apparaître le projet dans ses propres logiques petit à petit. C'est-à-dire que la façade, on n'a pas fait 50 façades en fait. On s'est dit bon ben voilà, ça serait plus simple comme ça, puis elle est perforée comme ça et puis voilà, puis bon en fait c'est bien. Voilà, c'est pratique. Plutôt que de se demander si je les mets
quinconces, superposés, petits, grands, tout ça. Voilà, donc l'intérêt d'avoir des façades typées comme ça, c'est qu'en fait, quand on fait un projet avec des façades uniformes, on a des façades complexes. C'est-à-dire que sur une même façade, on va avoir des fenêtres de séjour, des fenêtres de chambre, des réglementations liées aux pièces de nuit, des réglementations liées aux pièces de jour, des réglementations acoustiques pour les chambres qui sont différentes, etc. Donc parfois, on upgrade la qualité de certaines fenêtres juste pour qu'elles ressemblent aux autres, alors qu'elles n'auraient pas besoin d'être aussi qualitatives. Tandis que là, pour chaque type de fenêtre, on a un objectif à atteindre qui est unique. Et donc, les problèmes techniques sont très précis, spécifiques, restreints. Et donc, c'est la garantie aussi de pouvoir avoir d'aller le plus loin possible, d'avoir le plus de qualité possible pour le même budget, aussi d'avoir des matériaux les plus écologiques pour le même budget, etc., d'avoir des performances maximales grâce à cette séparation très très claire entre des types de façades qui sont extrêmement différents. Et puis dans ce projet, donc c'est un projet, les projets que je vous ai présentés précédemment, c'était des projets avec des clients qui étaient des bailleurs sociaux, et donc qui ont la particularité de gérer leur immeuble une fois que les habitants sont arrivés, et qui ont quand même un peu une déontologie et une éthique, et donc qui sont intéressés par la question des espaces partagés. Donc dans les deux projets d'avant, vous avez vu, il y a vraiment des espaces qui sont voués expressément à la vie collective. Mais un promoteur, il vous racontera toujours que ça coûte trop cher, mais il ne vous le dira pas, mais surtout qu'il n'est pas là pour gérer cet espace, il ne peut pas le vendre, donc il ne sait pas quoi en faire. Donc un espace collectif, c'est compliqué, à moins qu'il y ait un politique qui vous soutienne et qui assure qu'il va gérer avec la mairie, par exemple, ou les associations de quartier, l'espace partagé, mais un promoteur ne construit pas d'espace partagé. Et ici, en fait, on partage collectivement, on fait salon ensemble, on partage le parc ensemble. Il n'y a pas d'espace dédié à ça, mais c'est un immeuble qui est collectif. Je pense que quand on habite là, on sait que nos voisins ont ça avec nous, on a ça en commun, on partage ça ensemble. Donc c'est une manière aussi d'être très attentif, l'équité c'est aussi une condition pour ça, mais d'être très attentif à l'idée d'un collectif qui peut ne pas s'incarner par l'espace. D'autant qu'ici, en fait, on est tous sur le parc et le vrai espace partagé, c'est le parc. Voilà, j'ai un petit protocole depuis toujours, c'est que je termine par cette phrase que je relis sans jamais la lire de la même manière. C'est René Char, donc écrivain qui, pendant la Résistance, a écrit ces quelques phrases qui sont magnifiques et qui parlent du repas, de la table, du partage, de l'espoir, de déception, etc. Et il est dit à tous les repas pris en commun, donc pendant la Résistance, à tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. À vous de mettre le couvert. Merci. Allô ? S'il y a des questions, je vous invite à les poser maintenant. Je me lance, oui. Merci beaucoup, Sophie, pour cette conférence extrêmement passionnante et inspirante. Et par rapport au... c'est une question aussi que je suis votre travail depuis longtemps. Et on revoit un petit peu toujours les photos des principes, non, de ces principes d'aménagement. Est-ce que vous avez aussi suivi les usages, et vous avez aussi photographié ça ou analysé ça aussi d'un point de vue sociologique ou autre? Oui, merci. Alors, on n'a jamais fait ça suffisamment sérieusement pour avoir un photographe avec nous et le montrer, mais c'est un projet qu'on a parce que
on voudrait le faire. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé visiter les logements et on a fait des petits plans de relevé que je n'ai pas montré aujourd'hui, mais des petits plans. Donc c'est les plans, nos plans, dans lesquels on dessine tous les objets, tous les mobiliers, tous les usages en fait des logements, pour comprendre un peu et puis pour prendre la mesure en fait de nos dispositifs spatiaux. C'est toujours intéressant et en fait on apprend beaucoup, pas forcément sur ce qu'on attendait d'apprendre ou de voir. On vérifie pas forcément les choses, mais parfois on découvre des choses. Par exemple, l'idée des cuisines partagées, en fait, c'est venu d'une visite où en fait, dans un projet antérieur, il y avait une série de terrasses partagées qui connectaient des logements. Et il y avait des terrasses qui fonctionnaient et des terrasses qui ne fonctionnaient pas. Quand je dis fonctionnaient pas, c'est juste qu'elles n'étaient pas utilisées. Et donc, je suis allée faire ma petite enquête dans les terrasses qui étaient partagées. Et en fait, je me suis rendu compte que celles qui étaient super utilisées, c'est celles qui connectaient des cuisines. Donc, je suis repartie de là en disant, c'était pas fait exprès, ça tombait comme ça dans le projet, c'était pas une intention architecturale. En fait, c'est parce que le mécanisme fait que ça arrive comme ça. Et donc, j'étais sortie de cette visite en disant, waouh, génial, mais en fait, bientôt, il faut qu'on fasse un projet là-dessus, quoi, avec des cuisines qui se connectent. Donc, c'est super intéressant pour voir si l'expérimentation qu'on imagine fonctionne, et c'est le cas. Et puis aussi, parfois, on habite de manière très conventionnelle les logements. Moi, je dis toujours, toute typologie qu'on propose, on doit pouvoir la vivre de manière conventionnelle, de manière extraordinaire. On doit tout pouvoir. Donc, il y a les choses conventionnelles, il y a des trucs étonnants. Il y a des trucs étonnants qu'on attendait, il y a des trucs étonnants qu'on n'attendait pas. Et aussi, il y a les autres choses. Et ça, c'est presque les plus beaux cadeaux des visites, en fait. Allez, des questions, vous faites du logement, là. Vous avez bien des questions. Et je vais sortir de derrière ma table qui nous... Non, vous avez faim? Bon, moi j'en ai une pour rebondir sur celle d'Isabelle. Merci infiniment pour ta présentation dont la didactique est vraiment très inspirante. Pour rebondir un petit peu sur la question des usages, et parce que tu l'as abordé aussi, la question des modèles de famille et des usagers, dans le projet, qu'est-ce que tu as pu constater? Comment les gens tirent parti du modèle que tu leur proposes pour réinventer ça? Dans le premier, qui est le seul réalisé, en fait, on s'est rendu compte qu'une chambre d'enfant de 12 mètres carrés, de 13 mètres carrés, pour eux, c'est extraordinaire. Donc, c'est plus qu'une chambre, en fait. Ça devient un monde. C'est comme s'ils avaient une chambre d'une taille de celle de leurs parents, de manière ordinaire. On s'est rendu compte qu'il y avait d'ailleurs pas mal d'enfants qui avaient des lits doubles, du coup. Pour eux, c'était génial. Ils invitaient les copains, etc. Enfin, voilà. Il y a pas mal de gens qui partagent, les chambres étant grandes, les enfants partagent une grande chambre et ça dégage une autre pièce supplémentaire pour travailler, parce que ça c'est arrivé avec le Covid aussi. Et les petites alcôves derrière les rideaux ont permis aussi de s'extraire, etc. C'est une opération qui, pendant le Covid, a été fantastique. Parce qu'il y avait de la place pour pouvoir s'isoler à certains moments et se connecter à d'autres. Donc il y a eu beaucoup de sport. J'ai une photo que j'ai pas là, mais qui est assez drôle. C'est une petite fille qui fait l'école à ses poupées. Donc je sais pas, les poupées, les peluches. Il y a 50. Il y a la classe en fait. Sa chambre est devenue une classe de peluches. Voilà, donc ça. Et puis après, en fait, ce qui est particulier, ce sont des choses qui ne sont pas exceptionnelles ou extraordinaires, mais c'est qu'ils me disent tous, ce qui est génial, c'est que cette possibilité d'ouvrir et de fermer sur une pièce commune, la pièce centrale, sa propre pièce, c'est super, parce que du coup, le logement n'est jamais le même. Les configurations sont toujours différentes.
Donc c'est vivant, en fait. C'est un peu ça qui m'est retourné. Donc c'est pas forcément exceptionnel d'un point de vue, voilà. C'est merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, vous nous avez emmenés dans une histoire. Donc, vous avez commencé avec les livres, mais après, tout le reste de la conférence a suivi un schéma narratif. Vous nous avez emportés dans une histoire. Et je voulais savoir si c'était aussi une méthode que vous utilisez avec vos clients, vos maîtres d'ouvrage, pour justement amener vos projets, ou si vous avez une autre manière avec eux d'aborder les choses de manière plus plan, maquette, où il y avait toujours ce schéma narratif qui accompagnait en fait vraiment la compréhension du processus qui se mettait en place. Il n'y a pas une manière de présenter un projet, en fait, parce que il y a des clients qui sont différents, et puis aussi parce qu'on est pris dans des processus différents. Et des fois, c'est un concours, donc il faut réussir à montrer des choses, il faut l'emporter à l'oral, des fois il n'y a pas d'oral, c'est anonyme. Des fois, il n'y a pas de concours. Les pièces de taille identique, il n'y avait pas de concours. Il y avait un concours sur motivation. Mais une fois que j'étais choisie, après, les pièces de taille identique, tout a été discuté. Donc, j'ai pas de méthode précise. En revanche, j'aime expliquer les choses, être pédagogique. Enfin, là, sur le plot, par exemple, dire, ben voilà, en fait... c'est absurde d'avoir un immeuble à cet endroit-là et que tout le monde n'ait pas droit à ça. C'est un peu des évidences. C'est un peu comme quand je vous parlais de Sol Lewitt qui étale la peinture en 2 dimensions, de couleurs et de pinceaux différents. Il part de choses très bêtes, très simples, partageables. Donc moi, quand je parle de ça, lui me dit c'était comme le projet, c'était une évidence en fait. Après, une fois qu'on avait dit ça, on pouvait plus. Et puis tout. Ce qui est chouette dans un projet, c'est qu'en fait, quand on retourne un peu le problème en disant je regarde pas ça comme question, je regarde ça. Et ben en fait, toutes les conséquences d'une décision qui vient mettre un pied dans la fourmilière, en fait, on peut les assumer. Et on peut emmener en fait notre client. C'est-à-dire que là, l'histoire des doubles ascenseurs escaliers, des façades différentes, en fait, ça permet de parler des bonnes choses. Moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est dans ces protocoles très simples au départ, on parle du fond en fait. Voilà, donc j'aime expliquer. On va dire ça. Et puis j'ai pas peur d'étonner, pas dans le sens de faire une architecture étonnante, mais d'étonner sur les points de départ. Et de le dire comme un défi que je me pose à moi-même, en fait, d'abord. De partager ça, en fait. Quand je dis je suis pédagogue, c'est aussi que je peux dire, voilà, moi c'est impossible de faire autrement. Donc, et tout découle de ça, et comment j'arrive à le partager. Après, il y a des stratégies, parfois, ça c'est pour gagner un projet. Mais après, parfois, j'appelle ça la stratégie du crabe. C'est-à-dire que votre client, il voit un crabe qui le regarde, et en fait, moi, je suis en train de marcher complètement de côté, je ne vais pas du tout là où il imagine. Donc, et puis, il y a d'autres moments, je ne dis pas tout, je les dis différemment. Il n'y a pas de... C'est comme dans la vie. Toutes les situations nous emmènent à agir de manière appropriée et différente, quoi. Je pose une question, moi. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment hyper intéressant. Je pense que dans cette suite d'images, on a beaucoup parlé aussi de circulation, que c'est toujours un peu un topic très difficile dans le housing. En tout cas, c'était pour moi quand j'étais étudiant. Et quoi j'ai appris, c'était qu'un peu, quand on parle des social housing particulièrement, on est toujours dans le budget. Donc, c'est très constraint. Et donc, il y a toujours un peu cette question, comment on peut circuler l'argent pour mettre cette cage d'escalier qui ne soit pas seulement la distribution, mais qu'il y a un peu une valeur qu'il a ajoutée à ça. Et je trouve que dans les 3 exemples que vous avez proposés, on a vraiment 3 exemples différents de façons de faire avec
une circulation externe qui mixe avec une circulation interne, ou le fait qu'ils ont compromis deux cages d'escalier avec une vue sur le parc. Donc pour moi, la question basique, c'est quel enjeu qu'on a le plus fort quand on parle de circulation dans une habitation de housing social en particulier. Alors moi, je vais vous avouer que je ne réfléchis jamais à partir de là. Et même, je m'interdis de le faire parce que réfléchir aux distributions nous mène toujours au même résultat. Donc, ou réfléchir... En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que le projet avec toutes les pièces de taille identique, moi, j'ai donné ce protocole avec mes clients. J'ai dit, écoutez, moi, je pense que vous avez une idée très précise. Je n'ai pas dit comme ça, mais je résume. Mais... Enfin, plutôt, je me suis dit, si on commence à discuter de ce que doit être un logement, il a ses idées, j'ai mes idées, ça va être un enfer. Donc, on va parler de la pièce intime et de la pièce urbaine. On va parler de plus petit que le logement, on va parler de plus grand que le logement, on va parler d'urbanisme et de la pièce, donc la plus petite cellule possible. On va essayer d'étendre notre discours sur le logement au-delà, c'est-à-dire plus petit et plus grand. Et peut-être que c'est ça, habiter plutôt que loger, en fait. Voilà. Et donc, ce projet-là, il s'est fait en réfléchissant une enveloppe commune pour 240 pièces, donc 240 petits cubes qui arrivent à accueillir autant de logements qu'était demandé. On avait 240 pièces, donc c'était le Rubik's Cube qu'on avait à monter, et la circulation est devenue la résolution, une circonstance. Après, donc je le prends jamais par là. Mais c'est vrai que quand je prends la question des cuisines, moi, elle m'intéresse dans la capacité des cuisines à transformer la question de la coursive, en fait. Parce que quand je vous disais, quand on a une barre, on ne peut plus avoir le logement traversant, sauf si on fait des coursives, mais les coursives, elles ne sont pas du tout appréciées autour de nous. Il faut répondre à cette question de la relation de la coursive au logement. Et bien dans ce cas, la coursive et la cuisine, ça c'est entendable, ça peut se comprendre. C'est quelque chose qui est clair. Donc c'est plutôt à travers des questions comme la coursive, la convivialité avec les voisins que je réfléchis à la coursive. Et parfois, la circulation, elle est intéressante à la fin, mais elle n'était pas un point de départ. Là, dans le plot, les circulations, c'est 2 fois à la con, en fait. Hein. C'est 2 fois le truc de base, ascenseur escalier, mais ça permet d'autres choses. En fait, dans un bon projet, je pense qu'on a des qualités très fortes à certains endroits. Et il faut accepter qu'il y ait des défauts par ailleurs, mais qui sont compensés par la grande qualité qu'on a apportée, en fait. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon je pense qu'on va remercier. Ouais, on va continuer un an. Il y a un apéritif très spontané. Peut-être que là, vous pouvez poser dans une façon un peu plus relaxée votre question. Et encore merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci pour votre accueil.